Alors, sur l'autochtonie, il n'est pas nécessaire de faire de longs développements. Il n'y a qu'à voir les historiens, les proto-historiens, les antiquisants, les historiens de la période médiévale et les historiens modernes et contemporains. Alors, moi, je ne vais pas du tout me risquer à parler de l'origine des Amazirs, du peuplement amazir. C'est une question ouverte, mais de la vie même des proto-historiens, de la vie encore aujourd'hui, un certain nombre de fouilles qui sont réalisées pas très loin de Rabat, du côté de l'Oued Bet, à une équipe de l'INSAP qui montre qu'il y a un certain nombre de restes humains, en fait, même des squelettes entiers. Je me suis rendu sur place, j'ai vu. Il y a aussi un certain nombre d'objets décoratifs qui remontent au moins à 5000 ans. Maintenant, il y a des fouilles de la grotte d'Ifri Namar, dans la région du Nord, qui font remonter ce qui a été trouvé, les fossiles, 1 million d'années. Donc, il y a là même une base historique importante pour considérer qu'en raison du poids historique de cette langue et de cette culture, eh bien, il faudrait songer à assurer les conditions de la préservation de cette langue et de cette culture et leur assurer la protection constitutionnelle nécessaire. Troisième argument, ce que je pourrais appeler, entre guillemets, la légitimité écologique. Si vous regardez une carte du Maroc, elle a été établie il y a longtemps, mais il existe des cartes plus récentes. Si vous essayez de mettre des couleurs dans les espaces où l'on parle majoritairement arabe et sur ceux où l'on parle majoritairement d'amazir, vous voyez que l'espace amazirophone est un espace extrêmement important. Donc ça, c'est une réalité tangible. Alors, teasing me. Je ne vais pas céder à ça. Alors, bien. La légitimité écologique vient aussi du fait que dans les régions amazirophones et aussi dans certaines régions aujourd'hui arabophones, il y a des toponymes amazirs, ce qui a conduit certains à dire que la terre marocaine, elle parle encore d'amazir. Si cette terre parle encore l'amazir, cela signifie que la langue et la culture parlées par cette terre, là, elles sont dignes d'être constitutionnalisées et officialisées. La démographie. Je vous dis tout de suite, nous avons les données démolinguistiques du recensement de 2004 que beaucoup de gens récusent. Que disent les résultats du recensement de 2004? 28% de la population marocaine est amazirophone. Alors pourquoi beaucoup de gens récusent ces statistiques? Amazirophone, ça veut dire qu'elles parlent amazigh. Oui. Qu'elles sont pas fortes. Il y a des gens qui sont d'origine amazienne, mais qui ne parlent pas forcément. Oui, tout à fait. Ça, c'est uniquement les gens qui parlent amazigh. Oui, absolument. Pas les gens qui sont d'origine. La question, du reste, cette question n'a pas été posée par les agents
recenseur. Mais ce qui est important, c'est que c'est-à-dire ce qui permet de mettre en question, hein, ou remettre en question ces chiffres, c'est que les agents recenseurs n'ont pas toujours pris le soin de poser la question aux gens pour leur demander s'ils parlent l'amazigh ou non. Il y a beaucoup de gens qui disent que la question ne leur a pas été posée du tout. Je peux le certifier devant, je peux en témoigner devant. Ana ya akhi, هذوك الناس اللي دازوا عندي للدار ما سولونيش. Alors j'avais posé la question, est-ce que tu parles l'amazigh ou non? Est-ce que tes enfants parlent l'amazigh ou non? Ils ne m'ont pas posé la question. J'ai dû... Pardon? معروف. J'ai dû... ولكن ما سجلنيش السي رشيد. وانا بغيتو يسجلني لانه اذا ما سجلنيش غادي يسحبني. ما عندوش حق يسجل من بعد. خصو يسجلني، ما سجلنيش غادي نطيح في 28%. هذا هو المشكل ديالنا. Bien, alors, bien, je vais noter. Alors, la légitimité, maintenant, une chose importante, la légitimité académique et scientifique, il y a une légitimité académique. Lorsque nous parlons de l'amazigh, bien évidemment, comme pour toutes les langues du monde, nous parlons des dialectes qui sont utilisés par les locuteurs dans leur vie quotidienne. Et c'est parler ces dialectes qui sont différents sur un certain nombre de choses, au niveau de la prononciation, au niveau du vocabulaire, moins au niveau de la morphosyntaxe. Mais il y a des différences, ça est sûr. Et les différences sont d'autant plus importantes que les points sur lesquels on a fait les enquêtes sont distants. Par exemple, si l'on prend la région du Souss, quelqu'un qui parle Tachilhit, donc du Souss, quelqu'un qui parle Tarifit du Nord, bah, évidemment, le degré d'intercompréhension est moins important entre le Tamazigh et Tarifit, Tamazigh du Nord et le Tarifit, et Tachilhit et le Tamazigh. Il y a même des zones en pont, de frontières, où les locuteurs se comprennent sans aucune difficulté. Là, évidemment, il s'agit là de dialecte. Mais l'officialisation, quand nous parlons de l'officialisation, nous parlons de la langue amazigh. De la langue amazigh. Alors, c'est quoi cette langue amazigh? C'est une langue qui est fondée essentiellement sur les convergences entre les dialectes et les parlers. Et il y a beaucoup de convergences. Et ces convergences, pour l'essentiel, concernent ce que dans le jargon, on appelle les structures profondes, au niveau de la phonologie, au niveau de la morphosyntaxe, et au niveau, peut-être aussi à un autre niveau, au niveau rhétorique, etc. Alors ces convergences, il y a tout un travail d'explicitation de ces structures convergentes. Je vais prendre un exemple. Lorsque mon ami c'est Al-Sam Khalafi qui lui parle Tarifit, moi je parle Tachilhit. Nous pouvons nous comprendre aujourd'hui parce que lui, il comprend parfaitement quelles sont les règles qui permettent de passer de ce dialecte à celui-ci, et je comprends aussi qu'il y a, par exemple, au niveau de la phonologie, un certain nombre de processus qui sont à l'œuvre dans le dialecte tarifit, et une fois que l'on a étudié ces processus, on comprend parfaitement la possibilité de se faire comprendre entre quelqu'un du Rif et quelqu'un du Souss. De la même manière, au niveau de la morphologie nominale, de la morphologie verbale, si vous prenez par exemple la formation du pluriel, il y a des règles majeures de formation du pluriel nominal, majeures, que l'on retrouve dans tous les dialectes. Maintenant, dans certains cas, bon, le pluriel nominal se forme différemment, mais les régularités
que l'on observe dans les différents dialectes sont plus importantes que les irrégularités ou les idiosyncrasies. De la même manière, pour le lexique, nous avons entre les différents dialectes un vocabulaire fondamental qui est commun. On peut prendre pour faire l'expérience, on peut prendre le corps humain par exemple. Le corps humain, les termes du corps humain sont les mêmes, quasiment les mêmes. Bon, ce qui est différent, ce sont les dénominations à caractère métaphorique. Bon, ça évidemment, chacun des parlés a sa propre dénomination. Mais la tête, par exemple, la tête, la irf, la jet o la irf, mais qui ne irf. Alors, ce travail qui a été réalisé au niveau de l'IRCAM a consisté à faire la recension des structures qui sont communes entre les dialectes, et ce sont ces structures communes qui sont privilégiées dans la construction de cette langue, dans la normalisation de la langue amazigh. Les divergences ne sont pas abandonnées pour autant. Si vous prenez par exemple le manuel d'apprentissage de l'amazigh pour le primaire, dans les textes, vous allez trouver, dans les textes qui sont enseignés, évidemment, les structures qui sont communes, mais vous avez également les termes qui sont propres à tel ou tel dialecte, et ils sont présentés comme des synonymes. Et le phénomène de la synonymie, c'est un phénomène, je pense, universel, et que l'on retrouve dans toutes les langues du monde. Donc, la langue amazigh, comme certains le disent, cette langue amazigh, en voie de standardisation, n'est pas du tout une langue artificielle. Ce n'est pas du tout une langue de laboratoire. En d'autres termes, ce n'est ni le volapük, ni l'espéranto. La langue amazigh existe. Et c'est cette langue qui est enseignée aujourd'hui. Est-ce que le fait d'adopter une langue normalisée en voie de standardisation, est-ce que cela signifie que l'on va tuer les dialectes? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que le fait, je retourne l'argument, est-ce que le fait d'avoir canonisé, je dirais, la langue arabe, ça n'a rien de péjoratif, hein? Est-ce que cela a tué les dialectes arabes? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, ce processus de normalisation de la langue amazigh, c'est un processus qui est fondé sur un certain nombre de principes généraux qui sont ceux adoptés par tous les aménageurs de la langue à travers le monde. Il y a deux principes fondamentaux qui sont observés par les aménageurs de la langue amazigh. Premier principe, la composition, c'est-à-dire que nous n'avons pas institué comme norme standard un dialecte au détriment d'autres dialectes.